Il était également question de faire une sorte de synthèse à chaud des propos qui auraient été tenus aujourd'hui. Donc je vous demande bien sûr toute votre indulgence pour cet exercice auquel je vais me livrer devant vous et qui tient peut-être un peu de la gymnastique ou de la voltige. Je voudrais dire tout d'abord que nous l'avons bien entendu à travers les différentes interventions qui parlaient d'Henri-Jean Martin, à quel point il s'agit d'un professeur étonnant, hors norme. Je ne pense pas, même en y réfléchissant bien, que parmi les autres professeurs que nous avons pu avoir, il y en ait beaucoup dont nous aurions autant de plaisir si longtemps après sa disparition, si longtemps après notre propre scolarité, dont nous aurions autant de plaisir à collectionner les bons mots, les anecdotes, les annas, comme dit Jouandeau, de telle sorte que, au fond, il reste encore présent parmi nous, à la fois, bien sûr, par la rigueur et l'importance de ses recherches, mais aussi par sa présence physique, sa fantaisie, ses foucades, sa violence verbale très souvent, et puis également ce caractère particulier, ce regard attendri qu'il posait sur nous et dont nous avons gardé le souvenir. Ce professeur tellement présent parmi nous, il n'empêche quand même qu'il nous a mis en contact avec un certain nombre de mystères. Je vais juste en citer deux que nous avons vus apparaître au cours de la journée. Le premier de ces mystères, c'est celui que nous a rapporté, bien sûr, Christian Jacob, le mystère fondamental du livre et des bibliothèques, l'idée que nous entrons dans un monde exceptionnel, incroyable, où s'opèrent des phénomènes presque magiques. Je crois que c'est très important de rappeler à quel point, pour beaucoup d'entre nous, la fréquentation de Martin, les cours de Martin ont été une sorte d'appel à rejoindre cet univers mystérieux. Et c'est bien comme cela, je pense, comme le disait Dominique Varil tout à l'heure, que vraiment, il a réussi à convaincre un certain nombre d'entre nous qui peut-être n'y avaient pas pensé à faire carrière dans les bibliothèques. Je le dis d'autant plus franchement que c'est précisément mon cas et que sans lui, sans aucun doute, j'aurais fini archiviste. Dieu soit loué. Ce destin m'a été épargné. Cette affaire du livre, des bibliothèques, c'est une expédition. J'en veux pour preuve, c'est presque une aventure, j'en veux pour preuve la floraison des métaphores géographiques que nous avons entendues, à la fois chez Christian Jacob, le parcours, le carrefour, chez Noël Ballet également, ce continent noir que sont les livres de bibliothèque. Et je pense que ce n'est pas par hasard aussi si Jocelyne est venue nous présenter précisément une carte, encore la géographie. Nous sommes dans un grand univers et nous nous dirigeons comme nous pouvons. Et c'est là, peut-être, que vient se présenter le deuxième grand mystère que représente, à mes yeux, Henri-Jean Martin, c'est celui de la prémonition, de la prescience. C'est-à-dire, au fond, comment cet homme a pu à chaque fois avoir autant d'imagination, et une imagination qui allait dans le bon sens. Gilles Ebeling nous a rappelé toutes les réalisations, tous les projets, toutes les choses qu'il a fait germer à Lyon et qui, de toute évidence, ne pouvaient s'appuyer que sur une sorte de foi personnelle, dans une sorte d'utopie. Cette histoire de silo gigantesque qui, comme par hasard, vient se trouver peuplée par la bibliothèque des Jésuites, c'est absolument formidable. Et cette idée que, avec une sorte de prémonition, presque une prudence au sens aristotélicien du terme, Henri-Jean Martin était ainsi capable de créer des projets parfaitement utopiques qui finalement, après bien des moments peut-être d'incertitude, de doute aussi, d'incrédulité de la part des autres, ont trouvé leur légitimité. Alors je le dis là aussi d'autant plus volontiers que j'ai encore sur les mains le sang de l'inventaire photographique dont j'ai dû, en quelque sorte, décapiter le fonctionnement lorsque j'étais à la direction du livre, faute de moyens, faute peut-être aussi de capacité technique à mener à bien de manière significative cette grande entreprise que proposait Martin. Et finalement, l'inventaire photographique, qu'était-ce sinon la préfiguration à l'époque, avec les moyens timides que nous avions, des immenses bibliothèques numériques que nous avons aujourd'hui,
qui sont précisément le moyen d'approcher à distance des livres, des éditions, de les comparer, comme on a vu le faire tout à l'heure dans l'exposé d'Ulrich Schneider, les bibliothécaires de Lyon et de Leipzig, pour justement savoir si ce sont bien les mêmes éditions, enfin tous ces éléments qui sont indispensables pour les chercheurs. Alors, la leçon d'Henri-Jean Martin, c'est celle-là, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des projets utopiques, il ne faut pas avoir peur des projets mégalomanes. Il se trouvera sur votre chemin, je le dis pour les étudiants qui sont dans la salle, il se trouvera sur votre chemin toutes sortes de gens qui voudront vous décourager en vous disant non, ça ne se fera pas, on n'aura jamais les moyens. Non, il faut continuer, il faut persévérer, parce que d'une façon ou d'une autre, si ahurissante que puisse être votre projet, si étonnant que ça puisse paraître aux autres, si vous avez le sentiment que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, si utopique que cela soit, allez-y, foncez. C'est bien ce qui nous a été dit. Et l'exemple de Martin est là pour montrer que c'est la bonne conduite à tenir. Des perspectives également, des perspectives et des réflexions sur notre pratique professionnelle. Là aussi, je vais me contenter de 2 exemples. Le premier, c'est évidemment la question de la recherche et du rôle que la recherche doit avoir pour les bibliothécaires et pour les conservateurs en particulier. Cette recherche, on a bien vu qu'Henri-Jean Martin la fondait d'abord sur la bibliographie matérielle et que de cette bibliographie matérielle, un certain nombre d'éléments allaient en quelque sorte se dégager pour lui permettre à la fois d'étendre, d'amplifier son propos, comme on le voit dans les dernières publications qu'il nous a laissées. Je voudrais dire à quel point c'est important, effectivement, que le conservateur ne se départisse jamais de cette attitude de chercheur, à la fois parce qu'il est capable lui-même d'apporter un certain nombre de choses et que d'autres intervenants, venant d'autres formations, ne pourront pas le faire et que lui en est capable. Ça nous a été manifestement rappelé et je pense que c'est tout à fait juste. D'autre part et surtout parce que c'est ce qui fait l'intérêt du métier. Nous ne sommes pas seulement des administrateurs, nous n'avons pas seulement à gérer des budget du personnel ou autre, nous avons aussi une formation à laquelle nous devons faire honneur et nous devons tout au long de notre vie ne jamais renoncer à plonger aussi profondément que possible dans les contenus. Cette opération, ces recherches, c'est difficile. Henri-Jean Martin lui-même rappelait justement, Dominique l'a bien dit tout à l'heure, à quel point pour lui l'existence était difficile, ses allers-retours incessants entre Paris et Lyon. Tu as même oublié de dire qu'à l'époque, il avait des enfants en bas âge, des jumelles, si je me souviens bien, et que quand il était 4 enfants, oui, et que quand ils étaient jeunes, ils pleuraient tout le temps, il fallait leur donner la tétée, tout ça, et qu'ils devaient s'interrompre à tout bout de champ pour s'occuper de ses enfants. Ça montre bien à quel point c'est l'investissement personnel, bien au-delà évidemment des simples horaires de travail, qui permettent d'aboutir à cette fameuse vision globale qu'il a du livre et qui nous a été rappelée encore tout à l'heure par Ulrich Schneider, c'est-à-dire que vraiment l'alliance conservateur-chercheur dans ce domaine du livre est absolument essentielle pour apporter à la recherche toutes les dimensions qu'elle doit revêtir. Et puis, enfin, et je conclurai là-dessus, c'est évidemment ce rapprochement entre le patrimoine et la lecture publique. J'emploie exprès des termes qui sont sans doute anachroniques, c'est ce que disait Noël Ballet tout à l'heure, mais dont on voit bien aujourd'hui quelle résonance ils ont pour nous et surtout quelle importance ils ont pour l'avenir des établissements. Alors, depuis toujours, on est écartelé dans les bibliothèques de conservation qui sont en même temps des bibliothèques de lecture publique entre le service, les collections circulantes, celles qui font partie du prêt, qu'on désherbe sans se préoccuper de quoi que ce soit, les collections de conservation qui sont un héritage sacro-saint, peut-être hyper sacralisé et que l'on conserve également globalement sans trop se poser de questions non plus. On sait bien que toutes ces questions, enfin toutes ces modes d'approche des collections sont aujourd'hui périmés, qu'on ne devrait pas procéder de la sorte, que comme le disait Martin, il n'y a qu'une culture et que donc on devrait bien davantage s'efforcer de rapprocher les deux univers. La démonstration qu'il en faisait lui-même en
continuant, contre vents et marées, à assurer le même enseignement parallèlement dans les deux grandes écoles qui sont l'incarnation même qui était l'incarnation même de ces deux tendances. Là aussi, je caricature abusivement, mais c'est quand même bien ainsi que lui-même le présentait. Cet exemple qu'il nous donne, c'est bien qu'il y a des points communs, des troncs communs, une culture commune qui est à développer, à la fois dans ces deux secteurs, de façon à ce que le dialogue s'instaure, se pratique et bien sûr continue. Alors là-dessus, nous avons quand même progressé. La réflexion a connu des avancées. Je pense que notamment les dispositions qui sont contenues dans la charte de la conservation, publiée il y a 2 ans par le ministère de la Culture et qui résulte des travaux d'un groupe interministériel et qui présente bien justement tous ces différents aspects, la nécessité aussi d'une patrimonialisation des collections courantes, alors bien sûr partielles, à réfléchir, à méditer, vont dans ce sens d'un rapprochement des pratiques, d'un rapprochement des usages et donc à destination du public, évidemment, d'une plus grande lisibilité de l'ensemble de l'établissement, de quelque manière qu'on le prenne et par où, par n'importe quelle... pour n'importe quelle raison qu'on le fréquente. Pardonnez-moi, la syntaxe est un peu contournée. C'est là-dessus que je voudrais terminer. Il n'y a plus de patrimoine, il n'y a plus de lecture publique, il n'y a plus, je pense, qu'une véritable politique des collections dans les bibliothèques. L'affirmer aujourd'hui est de plus en plus difficile parce que nous savons bien que les réductions budgétaires, les réductions d'effectifs, l'emprise toujours plus forte des politiques locales sur les établissements rendent difficile, bien évidemment, l'exercice de missions comme celle que je viens d'esquisser très succinctement. Ça n'empêche, il faut vouloir, il faut continuer. Et puis, eh bien voilà, même si c'est utopique, eh bien, allez-y, continuez. Et j'espère que c'est bien ce qui se passera. Je vous remercie.